On retrouve Adèle Van Rett, le journal des Nouveaux Chemins Zdrezwiti, Adèle. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Je vous propose de quitter la musique et l'improvisation, jusqu'à demain en tout cas, et de voyager dans le temps et dans l'espace pour nous retrouver en Russie. Il y a plus d'un siècle, en 1909 exactement, date de la parution d'un recueil d'articles qui fit l'effet d'une véritable bombe en Russie et qui devint immédiatement un best-seller. Jalon ou Veki en russe, c'est le titre du recueil dont on parle aujourd'hui. Bonjour Stéphane Courtois. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, et c'est à vous que l'on doit la postface de cet ouvrage, intitulé donc Jalon, qu'on trouve aux éditions du Cerf et qui rassemble 7 articles écrits par des intellectuels russes du début du XXe siècle, dans lesquels y est critiqué le rôle joué par les intellectuels lors de la Révolution de 1905. Et ce que cette critique a d'intéressant, c'est qu'elle est le fait des intellectuels eux-mêmes, qui dénoncent leur propre rôle et qui prennent conscience des limites de l'intelligentsia de l'époque face au régime tsariste. Stéphane Courtois. Oui, le titre lui-même est très indicatif. Jalon, ce sont effectivement 7 parmi les plus grands philosophes, juristes, etc. russes d'après 1900, qui, après la révolution de 1905-1906, s'interrogent sur effectivement ce qui s'est passé, leur propre engagement, leur propre prise de position, et le mot jalon est significatif, c'est-à-dire bon voilà, on s'arrête 2 minutes, on fait le point et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Alors effectivement, ça fait l'effet d'une bombe parce que c'est une très sérieuse autocritique, doublée d'une critique de cette intelligentsia révolutionnaire, et par des gens dont on ne peut pas contester l'engagement. Les uns étaient marxistes, les autres ont été déportés, etc. par le tsar. Donc c'est vraiment une prise de conscience. Alors pourquoi ? Parce que cette révolution de 1905-1906, puisqu'elle s'est étalée sur 1 an et demi, 2 ans, a été en fait extraordinairement violente. Et ces intellectuels de l'intelligentsia révolutionnaire, pour qui le peuple était d'une certaine manière l'idole absolue, c'est tout le grand courant populiste russe de la fin du 19e, du début du 20e, fonctionne sur un thème, un slogan qui est servir le peuple. Il faut servir le peuple, il faut assurer le bonheur du peuple, etc. Et d'un seul coup, on s'est aperçu que le peuple n'était peut-être pas aussi bon, aussi gentil, aussi policé qu'on croyait, parce qu'il faut bien dire que ces années 1905-1906 ont été extrêmement violentes. Des milliers d'assassinats politiques, une recrudescence énorme de la criminalité, des pillages, etc. Et donc voilà, il y a une espèce de prise de conscience que c'est bien de vouloir faire la révolution, mais quand on déchaîne les puissances un peu profondes, qui étaient un peu enfouies, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Et du coup, il y a une réflexion sur quel a été le rôle de ces intellectuels révolutionnaires dans ce déchaînement. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que parmi les 7 contributeurs, donc les 7 articles ont été écrits à l'initiative de Mikhail Gershenson, mais aucun des 6 autres contributeurs ne savait que d'autres contributeurs allaient écrire des articles. Et donc, ils se renvoient l'un à l'autre sans le savoir. Absolument. C'est pas du tout le résultat d'un séminaire ou d'un colloque. C'est effectivement le résultat d'une sollicitation individuelle pour chacun de ces auteurs. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que finalement, la réflexion converge totalement, même si les uns sont philosophes, les autres sont théologiens, les autres sont juristes, ça converge totalement avec y compris une réflexion plus générale sur la situation de la Russie, sa situation historique, le fait de cette absence de civilisation, cette absence de sens de l'État, cette absence de sens de la loi, ce fameux principe de servir le peuple, qui fait qu'au nom du service du peuple, on oublie tout simplement la vérité, et que si la vérité dérange le service du peuple, eh bien ma foi, on la détruit, on la massacre. Donc là, il y a vraiment une autocritique et une critique fondamentale qui est assez passionnante parce que finalement, elle fait ressortir ce qui est le soubassement d'un certain type d'engagement révolutionnaire qu'on a bien connu en France, par exemple, dans les années 68. J'en ai été, donc je peux en parler un petit peu. Et on retrouve effectivement beaucoup de ces ressorts. C'est ça qui est assez passionnant. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que dès 1909, il dénonçait un certain nombre de comportements qui sont devenus systématiques après novembre 1917. Et d'ailleurs, le camarade Lénine avait bien perçu la chose, puisque en 1922, il a fait expulser du RSS tous ses auteurs, plus beaucoup d'autres, puisque en septembre-octobre 22, il a fait mettre sur 2 bateaux environ 200 des plus grands intellectuels russes, pas seulement des philosophes ou des historiens, mais aussi des astronomes, des linguistes, des mathématiciens, etc.
Et il les a tout simplement fait expulser. On les a débarqués sur des ports, sur les quais de deux ports allemands, hein, ce qui était une manière de s'en débarrasser. Et c'est Lénine personnellement, maintenant que les archives se sont ouvertes, qui s'est occupé d'eux, si je puis dire. Il a fait établir les listes. Il a harcelé Staline pour savoir où c'en était, etc. Il a fait établir la liste de ce qu'ils avaient le droit d'emporter, hein. 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, etc. Enfin, c'était vraiment le règlement de compte absolu, plus la décision majeure, l'interdiction d'emporter sa bibliothèque, ce qui pour des intellectuels est quand même le pire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une des conclusions de ce livre, c'est que si le mouvement libéral a échoué, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas à la hauteur, c'est pour des raisons structurelles internes, et non pas seulement à cause de la résistance des forces de la réaction, comme il se plaît à l'affirmer. Oui, mais la faiblesse de ce mouvement libéral, elle est aussi le résultat de 3 siècles de servage. Il faut pas oublier que le servage était encore en activité, si je puis dire, en Russie jusqu'en 1861-64, et que le temps qu'il se défasse, hein, on ne défait pas 3 siècles de servage en quelques décennies. Hein. Donc c'est tout un état d'esprit, c'est tout un état d'esprit du peuple, tout un état d'esprit du pouvoir et tout un état d'esprit de cette intelligentsia révolutionnaire qui effectivement ne veut pas s'engager dans des voies réformistes, mais veut aller sur des positions tout à fait radicales. Et c'est même plus précis que ça, il me semble, puisque dans ce recueil, hein, les auteurs pensent que l'intelligentsia elle-même se caractérise par une inculture crasse, dit François Stom dans sa préface, notamment en matière religieuse, également une indifférence au beau. Ah ben, c'est tout le problème à ce moment-là du remplacement de la culture par l'idéologie. Hein. Il est évident que tous ces intellectuels fonctionnent, il suffit de prendre Lénine, hein, c'en est un bon exemple, fonctionnent sur une espèce de vulgate très, très étroite, hein, qu'on répète à satiété, etc. D'ailleurs, l'un des auteurs, Piotr Struve, qui était un des fondateurs du marxisme russe, était précisément un de ces hommes qui manipulait toute une vulgate et qui, au bout du compte, s'aperçoit que bon, on est passé à côté de choses extrêmement importantes et qu'il faut revenir à des fondamentaux qui sont effectivement les valeurs habituelles, traditionnelles, hein, qu'on colporte depuis 2 ou 3 000 ans. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Lénine a traité ces gens-là, parce que la conception que Lénine en avait, qui est tout à fait étonnante, parce que Gorky, qui était donc l'un des grands soutiens intellectuels des bolcheviks et qui commençait à se poser beaucoup de questions puisqu'il avait été obligé de partir lui aussi, avait mis en garde Lénine contre l'expulsion de ces intellectuels. Voilà ce que lui a répondu Lénine. Les intellectuels, les laquais du capital, pensent qu'ils sont le cerveau de la nation. En réalité, ils n'en sont pas le cerveau, ils en sont la merde. Je crois que c'est assez significatif. Merci Stéphane Courtois. Donc le livre s'appelle Jalon. Il a été traduit du russe par Claire Vajou, l'introduction de François Stom et la postface de vous, Stéphane Courtois. Et j'ajoute que pour ceux qui seraient restés sur leur faim, on peut vous retrouver demain, mardi 8 février, de 18h30 à 20h à l'espace La Tour Maubourg, où il y aura une table ronde qui s'appelle Jalon, le livre interdit par Lénine, puisqu'effectivement il a été interdit par Lénine plus tard. Intelligentsia et nihilisme de la Russie au 19e siècle à l'Europe d'aujourd'hui, avec Claire Vajou, la traductrice, Françoise Stom, Stéphane Courtois, donc vous-même, Jean-François Colosimo et Chantal Delsol, qui est le modérateur pour cette table ronde. Vous trouvez en ligne toutes les informations sur cette table ronde. Merci beaucoup Stéphane Courtois d'être venu en parler aujourd'hui. C'est moi. Voilà, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Laurence Millet, avec Jean Frédérix à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett.